je suis Bernadette Chrétien, je suis psychologue dans un établissement à la FIPAIM là vous m'entendez? Voilà. De type foyer de vie et femmes qui accueille des adultes autistes et TED, polyhandicapés, avec déficience sévère. C'est donc un établissement d'accueil mixte avec toute son histoire et ses particularités de fonctionnement. J'ai répondu favorablement à la demande de Madame Thomas, organisatrice de ce congrès, de témoigner sur l'accompagnement d'adultes autistes sévères avec déficience sévère pour 2 raisons. La première raison est que les colloques et les congrès sur le thème de l'autisme parlent davantage des enfants et d'adolescents autistes de meilleur niveau. De ce fait, de nombreux professionnels de l'institution sont revenus souvent déçus. La deuxième raison, c'est que c'est une façon de réanoblir le travail d'accompagnement au quotidien auprès de ce public pour l'ensemble des professionnels du sanitaire et du médico-social. Chez l'adulte autiste sévère avec déficience sévère, la multiplicité des perturbations communicatives, cognitives, corporelles et psychiques domine souvent le tableau clinique. Au-delà de la triade autistique par les troubles de la communication, au niveau de leur compréhension et de leur expression, les troubles de l'interaction sociale et les comportements et intérêts restreints existent de nombreuses particularités, mais celles qui préoccupent de nombreuses institutions sont les particularités sensorielles. Les observations cliniques illustrent régulièrement la sensibilité exacerbée et les perturbations sensorielles chez de nombreux adultes autistes sévères, prenant souvent l'allure de troubles du comportement massifs. Ainsi, certaines situations environnementales, comme les espaces institutionnels, avec leurs nombreux stimuli sensoriels, peuvent déclencher des crises comportementales inattendues, avec une impossibilité pour ces adultes de mettre en place des stratégies de protection pour faire face à des situations perçues et vécues comme anxiogènes. Ces troubles vont parasiter notre lien avec eux, empêchant la plupart du temps leur inscription dans la vie sociale. Porter une attention particulière à la singularité de ces particularités sensorielles et de leur rapport à l'environnement, et notamment à l'espace de leur lieu de vie, pourrait nous amener à envisager des modalités concrètes d'accueil par la mise en œuvre de dispositifs organisationnels et institutionnels qui prennent en compte ces particularités. Les avancées des recherches sur les particularités sensorielles sont et vont être des aspects à prendre en considération dans nos pratiques. Les recherches parlent depuis quelques années de plusieurs différences perceptives et sont désormais abordées dans le DSM-5 comme réactivité sensorielle. Les bruits de voix, de rire, de talons, de portes, de machines, de moteurs, les mouvements de personnes, de voitures, de camions entrant dans les établissements, des variations de lumière, de température peuvent provoquer stress et anxiété pour certains et pour d'autres, chaos sensoriel où le monde environnant va devenir invivable, irreprésentable, prenant très vite l'allure de troubles envahissant tout le comportement. Ces comportements vont poser problème, de par leur intensité, et mettent à rude épreuve les équipes et les familles. Ce langage du corps, témoin de luttes sensorielles et psychiques, est repérable chez ces adultes. Leur corps est toujours en mouvement, soit de façon calme, par un repli sur soi dans un coin de mur, de salon, de couloir, un repli sur un fauteuil, trouvent refuge aussi dans leur chambre en s'enveloppant dans des couvertures et ne pas pouvoir sortir de la chambre, ou pouvant rester, certaines fois, allongés sur le sol pendant des heures. Soit de façon bruyante, par une agitation, une déambulation permanente, des stéréotypies motrices et ou verbales envahissantes, des tics, des tocs, des masturbations compulsives, des dédulations, de l'auto-agressivité, comme se gratter la peau, des mains, des bras, des jambes jusqu'au sang, ou bien encore donner des coups de pied et de poing sur toute personne présente et ou en renversant tout sur leur passage. En recherche de limites et d'apaisement, ces adultes vont fournir des efforts démesurés avec un coût physique, physiologique et psychique énorme. Bien souvent, les adultes de faible niveau en communication, en cognitif, interaction sociale vont vivre, éprouver cette vulnérabilité sensorielle de façon accrue et totalement incompréhensible pour eux. Dès lors, tenir compte de cette hyper- et hyposensibilité
dans les lieux de vie au quotidien amène beaucoup de questions dans l'accompagnement de ce public pour l'ensemble des professionnels. Comment diminuer les états d'agitation ou de retrait excessif? Comment favoriser la vie sociale et le lien à l'autre, l'autonomie dans les actes du quotidien? Comment aborder ces adultes lorsqu'ils mesurent près d'1,90 m avec un poids de 100 kg? Comment faire face aux crachats, injures, cris, hurlements, aux inhibitions massives sans craquer et perdre son sang-froid? Comment protéger les adultes autistes d'eux-mêmes lorsqu'ils n'ont pas conscience du danger? Comment protéger les autres adultes de l'agitation groupale et du trop de mouvement? Comment aussi les intéresser aux activités proposées dans un groupe de 10 adultes de niveau hétérogène alors qu'il y a 2 professionnels sur les temps de vie et que parfois on les met seuls? C'est là que la formation pour les professionnels, direction, chef de service, cadre technique est importante. Les travaux sur les aspects perceptifs de l'adulte autiste sont encore trop méconnus, souvent sous-estimés et non pris en compte dans l'accueil et dans l'accompagnement. Mieux connaître ces particularités perceptives en prenant appui dans un premier temps de façon succincte sur les travaux récents, puis du point de vue des personnes autistes de haut niveau, peuvent être un premier pas pour nous donner quelques éclats de lumière vers une meilleure compréhension de ce fonctionnement. Kevin Charras a fait une étude sur l'environnement et santé. Il s'est intéressé à la qualité des espaces collectifs, dont un des paramètres importants est le volume des pièces. Il préconise des espaces plus petits et pas trop ouverts, permettant à la personne autiste de s'y sentir en sécurité et lui permettre d'adopter des comportements exploratoires. Stéphane Courtexte, pour lui, les personnes autistes reçoivent un trop grand flux d'informations sensorielles qui font qu'elles éprouvent des difficultés pour donner du sens à leur rapport particulier à l'espace. Il s'appuie entre autres sur les travaux de Kevin Charras. Plus récemment, Madame Claire Dejeune-Richard elle a fait une thèse et son étude a permis de vérifier que le degré de sévérité des troubles autistiques est en lien avec l'intensité des troubles sensoriels, que l'intensité des perturbations sensorielles est en lien avec la sévérité des troubles du comportement et qu'il existe des liens entre la nature de la réactivité sensorielle des personnes avec autisme et la nature des comportements problèmes identifiés. Sa recherche vise à créer un nouvel outil qui est l'évaluation sensorielle de l'adulte avec autisme. Demily Estel aussi, c'est une thèse qui est sortie en 2014, a travaillé sur les variables cliniques qui seraient dépendantes des variables architecturales. Tous ces travaux sont d'un très grand intérêt pour la compréhension de ces perceptions et peuvent nous servir de guide pour l'accueil et l'accompagnement des adultes autistes sévères. Je vous invite en tout cas toutefois à aller, si certaines personnes ont l'occasion, il y a un colloque qui se passe le 29 mai à Grenoble, et il y aura effectivement Claire Dejeune-Richard et Demily Estel qui effectivement vont présenter une partie de leurs travaux. Il est tout aussi intéressant de prendre appui du côté des personnes autistes de haut niveau. Le récit des personnes autistes est une aide précieuse. Elles décrivent de façon très fine le rôle des anomalies des perceptions sensorielles. Elles racontent souvent des situations difficiles pouvant provoquer des difficultés à faire face à leur environnement. La complexité, pour Daniel Tammet, est d'être dans l'impossibilité de décrypter les nombreux détails sur le visage humain qui le compose, mais aussi à l'instabilité de ses traits qui sont constamment en mouvement. Pour nous, il est souvent difficile de reconnaître une surcharge sensorielle, car le signal qui la cause peut être ressenti par nous comme totalement anodin. Donna Williams va exprimer des difficultés éprouvées au niveau de son monde visuel et visio-moteur. Le monde environnemental, pour elle, est perçu et vécu comme trop rapide. Elle détaille l'un des procédés qui lui permettait de ralentir le monde. Cela consistait soit à cligner des yeux, soit encore à éteindre et allumer alternativement la lumière rapidement. Temple Grandin évoque, elle, très bien ce que peuvent éprouver les personnes autistes de faible niveau à partir de ses propres perceptions du monde. Dans un autre de ses livres, elle décrit la douleur horrible qu'elle a ressentie à la vue d'une bicyclette jaune qu'elle avait reçue à Noël. Sur le plan auditif, elle écrit que ses oreilles
se comporte comme un microphone amplifiant le son au maximum de sa puissance. Deux choix s'offrent à elle. Elle poursuit l'écoute et se laisse envahir par les sons, ou bien elle se coupe de la source des sons et donc du monde environnant. Ou encore, elle cite « Je me dégageais quand les gens essayaient de m'embrasser, car quand on me touchait, cela envoyait dans mon corps une vague de stimulation qui me submergeait et l'effet sur mon système nerveux était insupportable. » À la lecture de ces exemples, nous avons tous des situations de personnes autistes sévères qui viennent dans nos pensées. Mais aujourd'hui, la complexité supplémentaire sur le plan sensoriel est de saisir que la personne autiste peut osciller entre deux types de perceptions, l'hypo- et l'hypersensibilité. Ces deux expériences, qui envahissent souvent l'adulte autiste, vont s'exprimer par des différences perceptives qui vont se créer au travers de ces expériences de vie. En voici quelques exemples. La personne hypersensible va réagir de manière excessive aux stimuli sensoriels ordinaires. Ce sont des personnes qui se bouchent les oreilles, sont dans l'évitement du groupe ou s'agitent de façon intense dès qu'elles sont en groupe et vont jusqu'au clash. Chez certains adultes, nous observons souvent des réactions paradoxales. Être en fascination, quand la personne s'enferme dans le bruit et se coupe avec la réalité. Elle se procure une stimulation qui peut lui faire éprouver un plaisir et un effet apaisant, surtout lorsque l'environnement devient trop complexe à gérer. Chez d'autres adultes, il est souvent évoqué des troubles auditifs ou visuels alors qu'ils présentent une non-réactivité à certains stimuli, et pas d'autres. Ce qui fait dire souvent aux professionnels, il ou elle le fait exprès, il ne veut pas voir ou entendre, il est dans la toute-puissance. À la différence de la fascination, d'autres adultes vont vivre des stimuli avec une sensation désagréable et se montrer très perturbés par les bruits. Quelques sons très faibles peuvent être ressentis comme une véritable torture, alors que des stimulations de haut degré peuvent ne pas être perçues. Mais la douleur et la souffrance sont bien là chez eux. Mais ils ne peuvent l'exprimer par la parole, ni par nos codes sociaux. Stéréotypie, déambulation, cris, autostimulation sont des voies de décharge pulsionnelle, de surexcitation, permettant de contenir les effets de cette hyper- et ou hyposensibilité. En ce qui concerne les personnes hyposensibles, elles vont peu ou pas réagir aux stimuli. Ces adultes autistes vont rechercher constamment des stimulations. Certaines s'autostimulent par des stéréotypies envahissantes, comme agiter les mains ou un petit morceau de papier devant les yeux, fixer leur regard en s'agrippant à une lumière, pour une hyposensibilité visuelle, claquer des portes, allumer et ou éteindre des lumières, tournoyer sur elles-mêmes pendant des heures dans le cas d'une hyposensibilité vestibulaire, taper des objets durs sur les placards, les murs, les vitres, les tables, pour l'hyposensibilité auditive. Pour l'hyposensibilité tactile, certains adultes peuvent être ou se montrer totalement insensibles aux températures extrêmes, comme se brûler fortement sans pleurer, sans crier, et rester dans l'eau froide sans réaction. Les familles et les professionnels sont amenés à rester très attentifs aux conditions physiques de l'environnement qui peuvent déclencher des situations dramatiques. Toutes ces perceptions, propres à chaque personne et à son histoire, vont avoir des conséquences importantes sur le plan comportemental et psychique au quotidien. Les conséquences au quotidien sont des changements brusques de comportement de la personne autiste, car elle peut être très vite surchargée et fatiguée si trop de stimuli. Pensez notamment au fait que les professionnels peuvent mettre en place et aiment regrouper souvent l'ensemble des résidents des unités, et on voit souvent des situations un peu difficiles pour les personnes avec autisme. Elles ressentent aussi le monde comme très chaotique, surtout quand il y a énormément de changements de professionnels et qu'il y a des remplaçants, voire des détails que les professionnels ne remarquent pas. Quand on leur montre des images, ils vont s'intéresser effectivement à un petit détail de l'image et pas à l'image en entier. Donc attention quand on met en place des tableaux d'emploi du temps et que ce n'est pas adapté à la personne. Ils vont pouvoir aussi remarquer immédiatement les changements dans l'environnement et ne plus les reconnaître. La modification d'un détail sur une personne, par exemple le changement de la couleur de cheveux ou l'absence de personne, peut conduire la personne autiste à ne plus reconnaître le contexte général d'une situation, à lui en donner la signification souhaitée et d'en percevoir la permanence. Elle peut avoir des difficultés ou une impossibilité de s'organiser dans l'espace, notamment lors d'une activité à une autre. D'autres conséquences
Elles peuvent effectivement avoir une compréhension limitée dans de nombreuses situations, dès qu'elles sont submergées sur le plan visuel, auditif, olfactif, tactile. De ce fait, elles ne peuvent pas répondre à des demandes nécessitant une capacité d'attention visuelle et ou auditive, une attention conjointe et une capacité de concentration. Elles ont une difficulté ou une impossibilité de supporter les mouvements et les déplacements des personnes autour d'elles. Tout va trop vite, tout s'embrouille parce qu'il y a trop d'informations à décoder. Difficulté ou impossibilité de donner du sens face à la multitude d'informations sensorielles qu'elles perçoivent dans l'environnement. Capter et hiérarchiser toutes les informations dans l'environnement n'est pas possible pour elles. En état de stress permanent, une anxiété ou une angoisse envahissante face au changement de personnes, d'habitudes de vie, de saison. Et cela limite effectivement leur participation et leur intégration dans les activités et dans la vie sociale. Limitation aussi cognitive qui entrave la capacité attentionnelle pour apprendre. Je vais vous dire quelques mots sur le rapport, sur la sensorialité et le rapport à l'espace de la personne autiste sévère avec déficience sévère. L'expérience nous a appris que les personnes autistes, quel que soit leur niveau, ont un rapport à l'espace particulier. Chez de nombreuses personnes autistes sévères, ce rapport à l'espace semble aboli. Certaines peuvent recentrer leurs activités sur leur corps propre de façon autosensuelle et ou avoir des conduites de déambulation où les limites ne semblent pas perçues. L'approche clinique concernant les troubles sensoriels et la construction du rapport à l'espace est une donnée importante pour envisager des dispositifs adaptés et favoriser l'apaisement. Le rapport à l'espace constitue une dimension fondamentale de notre construction psychique et identitaire. Je vais vous en dire ce qu'il en est de ma propre compréhension de façon synthétique. De nombreux adultes autistes sévères ont cette difficulté à gérer la perception des objets, j'entends personnes ou matériels, et des espaces. Ils ont souvent un débordement d'excitation par un trop grand apport de stimulation propre à la collectivité. Et de ce fait, ils se trouvent aussi dans une impossibilité d'apprécier le contexte relationnel et ou social et d'y répondre de façon adaptée. Dans la rencontre, ces adultes nous montrent souvent cette fragilité où l'autre est évité et où sont en recherche permanente d'un contact physique adhésif au corps de l'autre et ou aux objets. Or, pour reconnaître que l'autre n'est pas confondu avec nous et que nous ne sommes pas confondus avec l'autre, nous avons besoin à la fois d'établir une frontière qui délimite ces deux espaces, l'intérieur de l'objet et l'intérieur de soi. Il est important pour toute personne travaillant auprès de ce public de garder en arrière-fond comment se construit la première base de notre rapport à l'espace. Je vous en propose une rapide petite synthèse. Dès la naissance, le rapport à l'espace se construit, s'élabore dans le mouvement et l'interaction avec un autre. Le corps propre, par essence lié à un autre dans une relation et un dialogue tonique, va devenir objet d'une histoire relationnelle. Il va s'inscrire dans des interactions signifiantes, aboutissant, si tout se passe bien, à la constitution d'un enveloppement psychique et de l'identité. Le corps relationnel se situe donc entre notre corps physique, physiologique et notre corps propre, qui est le niveau où le bébé va s'imprégner de l'environnement. Ainsi, l'espace appréhendé par le corps est créé par une voie combinée sensorimotrice et interactive. Le corps existe dans une réalité de chaque instant. Chaque instant, c'est dans l'ici et maintenant, et de chaque événement sensoritonique et relationnel. Le corps est spontanément utilisé comme moyen de réaliser cette organisation de vécu émotionnel, et en face, un autre va lui répondre, lui parler, projeter sur ce corps réel des éprouvés, des émotions, et ainsi avoir cette fonction contenante. Ainsi, les images concernant le corps sont à la fois dynamiques, car elles sont issues d'une activité sensorimotrice, cognitive et émotionnelle, et co-construites, car ce sont des regards et attitudes croisés que l'enfant et autrui qui les forgent et les délimitent. Le corps propre pour l'enfant est donc un processus, une dynamique, un espace naturel de la rencontre avec l'autre et de la rencontre progressive avec soi-même. Il s'agit là d'une base d'activité indispensable à la vie mentale et constamment remobilisée, même dans la suite du développement. À ce stade-là, le soi n'est pas reconnu, ce qui supposerait une représentation mentale et à la symbolisation. Mais c'est plutôt une situation d'éprouver le soi, situé dans l'ici et maintenant. L'observation clinique chez la personne autiste sévère de l'utilisation des espaces et des rythmes
que ce soit des rythmes des objets, que ce soit envers les personnes ou du matériel, au cours d'une relation, quelle qu'elle soit, harmonieuse ou difficile, typique ou empreinte de troubles autistiques, nous donne souvent à voir l'utilisation de ce corps propre. Le premier enjeu semblerait être l'accueil et la régulation de leur hyper- et hyposensorialité, des affects et de leurs émotions. Dès lors, tenir compte des particularités sensorielles et du rapport au monde environnemental chez la personne autiste sévère avec déficience sévère demande aux institutions et aux professionnels qui y travaillent de réfléchir ensemble pour mettre en place des dispositifs favorisant l'apaisement. L'institution, espace et lieu de vie pour la personne autiste sévère n'a pas toujours été conçue en tenant compte de la sensorialité. Les connaissances sur l'amélioration des habitats est récente. La tâche est immense et s'avère à adapter en permanence. L'ensemble des cadres et des professionnels dans l'institution où je travaille menons une réflexion régulière pour améliorer et mettre en œuvre des dispositifs organisationnels répondant aux particularités sensorielles des adultes accueillis, au fil des situations rencontrées. En voici quelques invariants inscrits dans le projet d'établissement sur lequel l'ensemble des professionnels s'appuient pour mettre en œuvre des modalités concrètes pouvant contribuer en partie à une forme de sécurité physique et psychique de ces adultes. Une architecture adaptée. La connaissance de l'impact réel de l'environnement sur les personnes présentant des troubles psychiques, mentaux et cognitifs laisse entrevoir que l'architecture des lieux a anticipé cette double dimension collective et individuelle. Chaque personne a son propre niveau d'adaptation. Adaptation qui serait mise à mal pour les personnes avec des compétences fortement altérées. De nombreux adultes autistes sévères perçoivent mal les distances, la profondeur, la hauteur. Il existe un certain nombre de refus, d'oppositions pour monter et ou descendre les escaliers. Lorsque nous observons ces adultes, certains tâtonnent avec le pied chaque marche, d'autres s'agrippent aux rampes et mettent un temps fou avant de passer d'une marche à l'autre. Dans l'espace extérieur, un adulte mettait ses deux bras allongés devant lui pour marcher, et lorsqu'il était trop insécurisé pour passer un obstacle, il se mettait à quatre pattes. Toutes ces observations sont des indices qui peuvent nous alerter sur la façon dont ces adultes perçoivent l'espace. Les solutions concrètes qu'il avait trouvées, c'est de s'appuyer sur les poteaux qui étaient dans les allées. Ça lui servait de repère et d'appui pour se déplacer. Il était aussi possible de se placer devant lui, ou derrière, ou à côté, selon ses moments et selon ses difficultés perceptives. On pense qu'un repère au sol pourrait effectivement être mis en place au niveau de l'allée pour avoir un repère visuel. L'isolation acoustique. Le bruit peut provoquer des sensations de plaisir lorsqu'on est prêt à le vivre et qu'on le décide. Exposé de longues heures, il peut devenir facteur de stress, provoquer des sensations physiologiques désagréables comme un mal de tête, un mal d'oreille, un trouble du sommeil. L'exposition au bruit, par son intensité et son caractère répétitif, peuvent apparaître comme des facteurs aggravant le bien-être psychique de ces adultes. Nombreux sont ceux qui fuient, évitent le collectif ou au contraire y restent, mais avec des comportements désadaptés. Les stéréotypies envahissantes et les troubles du comportement peuvent souvent monter en intensité dans ces espaces. Les propositions concrètes, c'est les personnes autistes dans notre institution peuvent bénéficier, quand on le repère et à des moments bien précis, d'un casque anti-bruit, notamment dans les espaces de salle à manger et de salon, ou quand elles décident qu'elles ont envie de regarder la télé. Et donc, du coup, ce n'est pas un casque qui coupe le bruit, mais elles entendent, le bruit est vraiment atténué. Elles peuvent entendre la télé, mais avec un bruit très doux. Les carrelages longtemps pratiques, sans doute pour le lavage, ont été une source d'inconfort pendant longtemps. Il en existe encore dans l'institution. Mais on commence petit à petit, grâce à la directrice qui a été sensible aux particularités sensorielles, on a commencé effectivement dans l'institution à changer les sols avec
Un sol souple. Je ne connais pas le nom, mais voilà. Donc, une des propositions concrètes qui est possible, effectivement, c'est d'éviter les carrelages et de mettre un sol souple qui, effectivement, diminue vraiment les bruits. Les équipes, en tout cas les 2 unités qui en bénéficient, disent avoir gagné en confort de vie. Et les voix, effectivement, ont moins de résonance. La luminosité. L'éclairage naturel. Si elles donnent de la lumière, elles mettent en difficulté de nombreux résidents dans leur rapport à l'espace mal délimité entre le dedans et le dehors. Certains adultes peuvent regarder pendant des heures le reflet de leur visage sur une vitre. D'autres adultes, ayant peu ou pas de perception du dedans et du dehors, pourront avoir des difficultés à sortir ou à s'en approcher. La proposition concrète que les professionnels ont trouvée, c'est de peindre, comme on a des baies vitrées, donc c'est de peindre ces baies vitrées au niveau du bas, pour l'instant, en attendant de trouver une autre solution. D'autres institutions ont trouvé comme astuce de mettre des plaques pour donner effectivement une délimitation. L'éclairage des néons est à éviter. Il y a des propositions, effectivement, de mettre des lumières indirectes et plus douces qui favorisent l'apaisement. Les repérages sur les portes. À défaut de repeindre les portes, il est possible de mettre la photo de l'adulte et un logo de couleur différente de la porte de la chambre. Le pastel sur les murs est à privilégier. Alors, quand on ne peut pas tout changer dans une institution, effectivement, les professionnels, effectivement, sont très créatifs et peuvent, effectivement, mettre en place des noms, parce qu'on a un atelier construction, donc peuvent mettre avec les résidents, effectivement, découper des lettres et inscrire sur les portes pour personnaliser les chambres avec un repère de couleur. L'isolation thermique. Pour le confort, chacun devrait adapter le chauffage à ses besoins. Or, il existe souvent un chauffage collectif à la même température pour tous. Pour l'été, la climatisation devrait être mise dans tous les espaces collectifs, parce que chaque résident réagit de manière spécifique à l'ambiance thermique. Attention aux troubles du comportement lorsqu'il fait trop chaud ou qu'un résident a trop froid, et que cet adulte est dans l'incapacité de nous le dire. Éviter les longs couloirs, propices à la déambulation. Les propositions concrètes sur certaines unités ont été de mettre en place effectivement des couloirs sensoriels et pour donner des repères aussi aux personnes autistes pour arriver dans leur chambre. L'éclairage des couloirs est aussi à étudier, le choix des couleurs aussi. Les escaliers. Alors c'est très compliqué. Au départ, les rampes n'existaient pas. Elles ont été mises par rapport aux difficultés de certains résidents qui soit avaient du mal à monter, il y a aussi un ascenseur à côté, mais soit restaient bloqués au milieu des escaliers, et notamment qui nous a fait très peur, quand il montait, il arrivait à monter, mais il ne pouvait pas descendre, donc il les descendait à plein ventre, les 2 bras en avant, et il se laissait glisser jusqu'en bas. Donc, depuis qu'il y a les rampes, il peut se tenir. Le deuxième invariant, ce sont les espaces. Les espaces collectifs, individuels, privatifs et les espaces extérieurs. Les espaces collectifs, ils sont source de stress ou d'angoisse pour de nombreuses personnes autistes sévères. Certains sont dans l'impossibilité de traverser les grandes pièces. Ils rasent les murs, bousculent, et ou font déplacer toutes les personnes sur leur passage. D'autres ne pourront pas prendre leur repas tant qu'il y aura des mouvements et du bruit dans la pièce. Réorganiser une salle à manger pour que les repas deviennent un plaisir et non un lieu d'agression est une priorité. Proposition concrète, il y a une nécessité de réagencer pour limiter l'excitation groupale par l'utilisation de séparation par des meubles, des claustras, des plantes, des rideaux. Il s'agit de penser une modération des stimulations continues de cet espace-temps. Pensez aussi au confort de l'assise. Certains résidents préfèrent des chaises dures et d'autres préfèrent effectivement être assis dans des fauteuils entourés.
L'espace collectif, salon. S'il n'y a pas assez de salles d'activité sur les unités, il y a une importance de réagencer les grands espaces collectifs par des meubles et mettre un objet signifiant de l'activité. Les espaces, la proposition concrète, c'est la création d'espaces d'activité de loisirs. Chaque activité est signifiée par un objet concret, par un picto pour ceux qui en ont la compréhension. Et si c'est la télé, pour les personnes les plus déficitaires, l'objet concret, ça sera la télé allumée au moment où il y a la télévision. Si effectivement, dans la même pièce, il y a la musique, on va fermer le placard où il y a la télévision et on va montrer l'appareil hi-fi avec la musique. L'espace individuel. Lorsque les institutions n'ont que de grandes pièces collectives, il sera important de favoriser des espaces plus intimes en plus grand nombre. Les petites pièces sont plus contenantes et rassurantes. Elles permettent de se protéger du collectif et de se soustraire à la vue d'un trop grand nombre de personnes. Le contexte collectif est éprouvant et reste difficile à décoder. Proposition concrète. Création dans une unité, il y a une création d'espaces dédiés au calme, à la tranquillité, pour certains temps individuels pour des résidents. Cet espace est dédié à un temps de calme, permettant à certains résidents d'être un peu isolés du bruit et des mouvements sur des temps repérés par les professionnels, à défaut d'être insonorisés. Une pièce dédiée à l'apaisement et adaptée pour se soustraire au bruit de façon spontanée pour ces adultes serait à envisager sur toutes les unités. Délimiter des aires dans une chambre individuelle. Alors, voilà, une photo, je me suis un peu... Voilà, donc voilà, une proposition concrète pour une personne très déficitaire. Pour lui montrer effectivement le moment du coucher et son coin jeu, de manière concrète. Voilà. On va passer aux espaces extérieurs. Espace où le corps, pour certains, peut se laisser aller, bercé par le balancement, suspendu dans l'air, soutenu et protégé par surtout un professionnel pas loin, parce que l'espace d'un patio dans un espace libre peut être compliqué pour certains. Certains adultes autistes ne viennent que si les professionnels sont présents. D'autres peuvent y aller seuls, et d'autres adultes nécessiteront la présence d'un professionnel. Je vais passer. Il y a un jardin carré d'essence. Il y a un circuit de balade qui peuvent se faire à pied. Il y a un agencement des espaces qui permet aux adultes, effectivement, de se promener dans l'enceinte de l'institution en toute tranquillité. On peut s'y promener aussi en vélo. Et il y a aussi un parcours psychomoteur qui est là, accompagné par des professionnels. Voilà, la permanence d'activités stables et régulières est importante. La régularité des activités est essentielle lorsque nous accompagnons des adultes autistes sévères avec un faible niveau de développement. À la problématique de leur rapport à l'espace, la plupart des adultes autistes sévères n'ont pas accès au temps. Leur perception temporelle semble elle aussi subir des distorsions importantes. Si chez certains la notion du temps est abolie par le biais d'activités centrées sur le corps et la sensorialité, d'autres adultes peuvent avoir des notions élémentaires du temps marqué, du sceau de la confusion. Les jours de la semaine, du mois, des années se mélangent. Le passé ne peut être nommé que comme hier. Leur attention ne peut se porter bien souvent que sur un avant ou un après. Et si quelques repères semblent acquis, ils sont la plupart du temps investis comme des modalités défensives pour ne pas se sentir perdus face à tout changement quel qu'il soit. La vérification des dates, des horaires, par les mêmes questions répétitives, est une façon de faire face à un vécu irreprésentable d'un début de perception de cette temporalité où la question des origines et de la mort revient sans cesse. Régulièrement, ces résidents qui ont un peu de parole peuvent nous dire, quand un professionnel est absent, « il est où ?» et penser tout de suite, en se donnant la réponse, « il est mort ». Concrètement, face effectivement à ce problème de temporalité, l'institution a organisé effectivement une rythmicité selon un modèle qui assure que si les choses changent, elles garderont un certain temps, une certaine constance.
Ainsi, les activités du quotidien vont impulser un rythme régulier, revenant tous les jours. D'autres activités d'expression et de socialisation, en transversalité avec des personnes fixes, offriront une autre expérience de ce rythme. Elles permettront de quitter son unité pour aller dans un espace-temps avec un autre, toujours le même, et que l'on quittera pour revenir vers son unité. C'est cette succession de rythmes différents qui permet aux adultes de clarifier, de catégoriser dans l'interaction avec un autre des espaces et des contextes différents, avec le support de la communication alternative. Faire éprouver, expérimenter du même, qui revient par la présence du ou des mêmes professionnels, de la même médiation dans des espaces-temps différents mais repérés, connus et en petits groupes, favorise beaucoup ce sentiment de sécurité. La permanence est importante pour partager des temps de vie et tisser des liens entre toutes les séquences d'un quotidien souvent subi. La permanence favorise des apprentissages dans les activités du quotidien comme l'autonomie personnelle, dans les activités de base, comment faire sa toilette, ou l'autonomie ménagère, des activités qui se rapportent à l'organisation et la gestion de l'espace et des affaires personnelles, aller chercher, ranger ses vêtements dans son armoire, essuyer la table où l'on mange, ranger les couverts. La permanence favorise aussi la communication réceptive et expressive de façon individuelle et accompagnée par un professionnel. Et la permanence favorise les interactions en individuel ou en petits groupes. Si la permanence des activités relationnelles par la présence d'un professionnel est importante, cela ne va pas être suffisant. C'est là que la structuration et la communication concrète, en complémentarité, peuvent venir pallier ou compenser, pour les adultes autistes sévères, cette non-compréhension du contexte. Qu'est-ce que je fais ici? Avec qui? Combien de temps? La structuration par une organisation de l'environnement, une organisation d'activités, voire des schémas de séquences d'activités va être indispensable pour beaucoup d'entre eux. Avoir un lieu dédié à une activité précise donne une lisibilité pour la personne autiste. Mais lorsqu'il y a un manque de salles, c'est vraiment complexe pour les professionnels. Un agencement spécifique pour chaque activité va être nécessaire. Les tables peuvent être réagencées différemment et un objet signifiant l'activité sera présenté au moment de l'activité. Ce sont des indices visuels concrets qui vont faciliter la prise d'informations sur l'environnement et offrir une meilleure compréhension, une clarté pour les adultes de faible niveau. Clarifier leur espace-temps le plus possible pour leur pensée autistique, simplifier pour la déficience intellectuelle et adapter le collectif à la personne la plus déficitaire du groupe. Les activités extérieures, comme la véloroute, ces activités transversales, comme la randonnée, la balade ou les piscines, sont encadrées par les mêmes professionnels et toujours avec le même petit groupe de résidents. Les sorties sont préparées par pictogramme avec plusieurs schémas de séquence. Préparer sa tenue, le jour de l'activité, le nom du lieu où ils vont aller, et sera expérimenté plusieurs fois. S'il y a changement de lieu, les professionnels anticipent avec un repérage en photo du nouvel espace. L'accompagnement des adultes dans l'institution, comme celle des autres adultes porteurs d'autres handicaps, se base sur les recommandations de la Haute Autorité de Santé de l'ANESM, sur leurs particularités spécifiques et sur une méthodologie basée sur une approche multidimensionnelle, articulée à des évaluations et à des apprentissages. L'orientation du travail choisi par l'établissement est une approche intégrative tenant compte de plusieurs dimensions. La dimension par l'approche éducative d'inspiration de Teach, l'approche corporelle et sensorielle, en tenant compte de l'hyper- et l'hyposensibilité, la dimension cognitive, la dimension psychiatrique, somatique, psychiatrique et psychologique, et l'approche psychodynamique en direction des professionnels lors des réunions cliniques. Tout l'enjeu dans une institution est de concilier différentes dimensions avec des théories propres à leur discipline, par la considération qu'il n'existe pas une vérité qui éliminerait toutes les autres hypothèses. Il existe plusieurs niveaux d'analyse qui ne s'excluent en aucun cas. Chaque dimension a sa valeur, chaque personne dans sa fonction est compétente, fonction étant chaque fois essentielle au dispositif, tout en sachant que chaque fonction n'est qu'une partie du tout et que ce tout, personne n'en a la maîtrise. Alors, il me reste combien de temps? Donc, voilà. Je vais parler de l'approche psychodynamique avec les professionnels qui me paraît important, parce qu'effectivement,
dans l'institution, par rapport à la petite scénette que vous avez vue, il y a 2 types de réunions d'accompagnement que je fais en présence des professionnels en collaboration avec les chefs de service. Il y a une première réunion clinique qui s'appelle la réunion projet, où là, effectivement, il y a une analyse fonctionnelle telle que vous avez vu ce matin avec le diaporama. La deuxième réunion clinique se fait 2 semaines après, et c'est une réunion clinique qui va parler des écarts de la pratique et de l'analyse de la pratique. Parce qu'il me semble essentiel qu'on ne peut pas accompagner les adultes autistes sans prendre soin aussi des professionnels. Pour moi, c'est les 2 qui sont à faire en même temps. Si on prend soin des professionnels, à leur tour, ils prendront soin des adultes autistes. Voilà, donc c'est cette particularité qui est menée dans l'institution. S'il me reste quelques... Voilà. Je vais conclure, alors je suis un peu rapide, voilà, il me reste 2 minutes, je vais conclure. L'enjeu pour une organisation institutionnelle, par rapport au parcours un petit peu chaotique que cette institution a traversé, puisqu'on a eu pendant 3 ans, effectivement, différentes directions qui ont un peu déconstruit ce travail. Donc ce travail est remis en route par la directrice actuelle, qui est Madame Elisabeth Pratt, qui était là au début, qui est partie pendant 4 ans et qui est revenue. On réimpulse un petit peu ce travail qui est très complexe. Et à l'heure actuelle, par rapport à cette prise de conscience de l'hyper et de l'hyposensorialité qui préoccupe les professionnels et l'ensemble des cadres, dont le médecin est venu, je vous remercie d'être venu, médecin psychiatre. Et voilà. Donc l'enjeu, c'est que nous allons créer, parce qu'au départ, il y avait dans l'institution un mélange de populations, et cette prise de conscience par rapport à la sensorialité va nous amener effectivement à créer une unité pour autistes qui sera dédiée, et on va faire très attention à mettre en œuvre et améliorer effectivement l'architecture et la conception de cette unité pour les résidents qui sont déjà effectivement détectés par le médecin ici présent, par moi-même et par l'équipe des professionnels qui font des observations très fines. Voilà. Donc, on va créer une unité. On a mis en place un groupe ressources à l'intérieur de l'institution parce qu'il y a des situations très complexes. On est des fois en difficulté avec le sanitaire et on va essayer effectivement de mettre en place un groupe où il y aura l'approche du corps par la psychomotricienne qui met en place des évaluations sensorielles. Il y aura aussi une éducatrice qui s'est formée à l'EFI, à l'ABA et au PEX, qui effectivement a mis en place un atelier cognitif et qui fait des suivis individuels. Après, elle est suivie aussi par moi, tous les ateliers sont supervisés, on travaille ensemble. Et il y a des ponts qui sont faits au niveau du quotidien, puisqu'après, ces personnes-là viennent dans les réunions et en tout cas essayent de transmettre les découvertes des compétences des adultes, et on essaye ensemble avec l'équipe, les équipes de terrain, de trouver effectivement un accompagnement et de mettre des temps structurés avec des accompagnements bien précis, et on le fait ensemble. Alors ça, c'est très complexe, mais c'est ce qu'on essaye de mettre en place. Il y a aussi une éducatrice qui a un atelier où là, elle a un atelier construction où on travaille la mise en relation avec des petits groupes. Ce dispositif est très intéressant parce qu'il y a des résidents qui viennent régulièrement et il y a la possibilité pour certains de venir, ils viennent observer, ils viennent ne rien faire parce que c'est aussi important, mais ils sont là avec le groupe. Et ce qui est étonnant, c'est qu'au bout d'un moment, ils ont leur chaise, ils ont leur place, et qu'à un moment, ils viennent s'asseoir, ils viennent toucher les objets, et tout est préparé à l'avance. Il y a un moment, les éducatrices qui sont dans ce dispositif ont déjà préparé à l'avance, au niveau quand on a repéré le niveau du développement, on préparait déjà la petite activité qu'ils vont faire avec cette personne, et ils vont le mettre en œuvre de manière très très progressive en acceptant ces petits allers-retours. Voilà. Donc dans ce groupe, j'en fais partie, le psychiatre en fait partie, la directrice est invitée régulièrement à y venir quand elle a envie. Voilà. Et les chefs de service aussi sont là. C'est important parce que ce sont eux qui mettent en œuvre, et c'est très compliqué quand il y a des chefs de service qui ne vont pas sur les unités
et qui sont en difficulté parce que c'est arrivé dans l'institution. Voilà. Le troisième enjeu pour nous, c'est de travailler. Alors, l'institution a un partenariat, je tiens à le dire, avec le CHE, qui est le centre hospitalier alpin isérois, avec les équipes mobiles qui existent depuis 1 an. Alors, je sais qu'ils sont par là. Il y a le docteur Djebar, voilà, ici, voilà. Je les remercie, voilà, parce que malgré tout, nous avons des difficultés. Et avec 2 résidents qui ont eu une hyper et hypo, nous travaillons avec l'équipe mobile du Nord-Isère. Je sais que Jean-Marc est par là. Voilà. Il est d'un soutien important auprès des équipes. On travaille ensemble avec le docteur Djebar et le docteur Boussawa. Voilà, ces 2 psychiatres, et on est en lien. On essaye d'être en lien, hein, comme on peut. Mais on a 2 résidents qui sont très compliqués et pour lesquels voilà, la question se pose. Et c'est pour eux qu'on va créer cette unité et d'autres vont en profiter. Et on va travailler un partenariat pour travailler le préventif, parce que je crois que c'est à plusieurs qu'on y arrive et pas tout seul. Et qu'il ne faut pas se replier sur soi dans les institutions. Donc, c'est des partenaires qui sont bienvenus. Et merci. Voilà. Bon, je vous remercie beaucoup d'avoir respecté le temps et je m'excuse un peu de vous avoir bousculé, mais vous nous avez très très bien montré avec beaucoup de détails à quel point vous aviez réussi à construire quelque chose à partir des particularités sensorielles, surtout l'hypersensibilité qui, comme vous le disiez, parasite notre lien avec les personnes autistes, et comment vous avez réussi à mettre en place des dispositifs organisationnels et institutionnels adaptés qui sont à la fois fondés sur des recherches modernes que vous avez rappelées, sur les témoignages des autistes de haut niveau, mais aussi sur votre propre réflexion, qui est tout à fait remarquable, j'ai trouvé, sur le rapport à l'espace. Alors vous nous avez montré comment l'institution fonctionnait avec un certain nombre, ce que vous avez appelé des invariants. D'abord, il y a une grande réflexion sur l'architecture, basée sur l'observation très fine des démarches, des déambulations des sujets autistes. Comment vous avez travaillé sur le sol, les repères au sol, éviter les carrelages, vous disiez, isoler sur le plan acoustique, éviter le trop de luminosité, construire ces couloirs sensoriels que vous nous avez montrés, et comment aussi vous avez travaillé sur les espaces à la fois collectifs, individuels et extérieurs. Le troisième invariant étant essentiellement la mise en place d'une certaine stabilité et une structure dans des activités. Vous avez montré aussi, et ça je crois qu'il faut insister là-dessus, l'importance d'une approche multidimensionnelle, et on peut vous savoir gré de ne pas avoir complètement éliminé, comme on a peut-être tendance à le faire aujourd'hui, toute la tradition d'une approche psychodynamique qui peut s'articuler et non pas s'opposer avec ce que nous apporte l'éducation structurée en particulier. Et enfin, vous terminez en insistant sur l'importance d'un travail en réseau. On n'est jamais tout seul. Et il y a besoin de partenaires. Donc je crois qu'on peut vraiment vous remercier pour cette très remarquable exposé. Malheureusement, je ne sais pas si on aura beaucoup le temps d'en discuter. Il suscite sûrement beaucoup de questions. Comme l'ont fait mes prédécesseurs, je vous invite à poser une question symbolique, montrant quand même qu'on laisse participer, au moins symboliquement, l'assistance. Est-ce qu'il y a 7 questions ? On ira peut-être jusqu'à 2. Il y a quelqu'un, voilà. Bonjour. Juste une petite question. Ça paraît très bien ce que vous dites, de la régularité, garder les mêmes professionnels, etc. Concrètement, le jour où vous avez un absent, vous faites comment? Quel choix vous faites? Vous préférez annuler l'activité, expliquer le changement, faire venir un double? Ça dépend, ça dépend. Ça arrive et ça provoque des troubles du comportement. Surtout quand il n'y a que des remplaçants. Ça arrive aussi. Donc vous faites comme nous, vous ne pouvez pas l'empêcher et vous faites quel choix en fait? On ne peut pas l'empêcher, certes, mais lorsque un professionnel est absent, normalement, quand on travaille effectivement avec les chefs de service,
l'équipe qui est en place doit le savoir, donc le chef de service va sur le terrain, et il y a un picto, c'est-à-dire tous les professionnels ont leur photo, et la photo, effectivement, il y a la présence et l'absence. L'absence, effectivement, on s'est aperçu qu'au départ, les photos étaient, il y avait 2 tableaux de photos, présence et absence. Pour les personnes les plus déficitaires, c'était insupportable d'avoir le 2e tableau où les professionnels étaient absents, parce qu'en fait, on s'est aperçu que finalement, pour une personne déficitaire qui n'avait pas la compréhension, la photo sur le panneau absent, c'était du présent. Donc du coup, on l'a vu longtemps, c'est dans une boîte maintenant. La photo disparaît, mais elle est là. Donc la complexité de la question de l'absence, on ne peut pas l'éliminer, parce que de toute façon, c'est important de travailler la question de l'absence. Donc vous préférez maintenir l'activité en prévenant que la personne est absente? Il y a des activités qui sont maintenues et d'autres qui sont arrêtées, mais on essaye, dans la mesure du possible, de mettre autre chose et de ne pas laisser un temps vide, trop vide. Mais par contre, j'aimerais insister que dans l'institution, il y a des temps où on ne fait rien. Voilà. Dans la limite que dans la réalité, dans l'institution où je travaille, les unités de foyer de vie, ils sont 2 pour 10. Donc, automatiquement, ils ne peuvent pas être de partout, surtout sur les moments de soirée où il y a les douches, le rangement du linge. Donc, du coup, ça demande ensemble de voir quels sont les résidents qu'on peut laisser seuls dans les chambres, qu'on peut laisser naviguer dans l'unité, et quels sont les résidents les plus compliqués. Voilà. Et donc, ça demande aux professionnels, aux 2 professionnels qui vont travailler, de se passer le relais et d'être en lien, et de se dire constamment de qui je m'occupe, de qui on peut laisser un petit moment, combien de temps. Et oui, ça demande d'être en lien constamment. C'est difficile quand des professionnels ne sont pas en lien. C'est là aussi où ça clash. Donc, les réunions cliniques sont là pour repérer, et on essaye ensemble de travailler qu'est-ce qui est aussi difficile pour ne pas arriver à être en lien. Ça, c'est travailler aussi avec moi, mais c'est travailler avec un superviseur, parce qu'il y a une supervision extérieure par un analyste qui vient 1 fois par mois. Donc, les professionnels ont une double protection, et je les invite régulièrement à aller en supervision avec l'analyste extérieur. Je pense que c'est nécessaire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je crois que c'était une question très importante que vous posiez. Est-ce qu'il y a une autre question courte, avec une réponse courte, s'il vous plaît? Michel Montes. Merci. Oui, vous parlez de mettre en place une unité dédiée aux autistes. Et pour moi, c'est une vraie question, ça, parce que je travaille depuis longtemps comme psychiatre dans le médico-social, et j'ai travaillé dans différents types d'établissements, et j'ai toujours été un partisan de la mixité. Moi aussi, au départ. À l'heure où on parle beaucoup d'inclusion, je trouve que la multiplication des unités dédiées me pose question. Alors je crois que dans certaines situations d'autistes présentant des déficiences mentales sévères et des autismes sévères, c'est une question qui peut se poser. Mais moi, je me méfie un peu de la multiplication des unités dédiées parce qu'on est en train de créer un monde autistique. Alors je vais apporter une petite nuance. Il y aura cette unité dédiée aux autistes, effectivement, qui ont une hyper- ou hyposensibilité. C'est des adultes autistes avec déficience sévère. Par contre, l'originalité de l'institution est sous l'impulsion de la directrice encore, nous travaillons la transversalité. Tous les résidents qui sont sur leur unité font partie de petits groupes avec d'autres résidents. C'est travailler à dose homéopathique. Avec des temps, on peut commencer par des temps de 5 minutes pour qu'ils apprivoisent la vie groupale, et je pense qu'on fera pareil avec cette unité. Par contre, je pense que quand on sollicite une personne autiste qui a une hyper- ou hyposensibilité, il y a un moment, il faut qu'elle sorte du groupe. Donc cette unité, elle aura la spécificité d'avoir une pièce qui sera effectivement insonorisée, où ils pourront effectivement peut-être se reposer de leur journée et de se retirer des activités. On ne va pas les couper
de la vie du groupe et des activités qui sont proposées, parce que une des particularités, c'est de faire aussi intervenir des intervenants extérieurs pour un petit peu étayer les professionnels qui, eux aussi, ont des activités, je tiens à le dire, c'est important qu'ils fassent des activités qui leur plaisent, parce que c'est dans le plaisir qu'on peut effectivement re-impulser un petit quelque chose chez les personnes autistes sévères, avec déficience sévère. Et c'est dans l'ici et maintenant qu'on travaille. C'est dans ce lien-là. Avec eux, il n'y a que ça. Ils n'en sont pas au stade de la symbolisation. Et tout le travail avec les professionnels, c'est de les sensibiliser à ce lien important dans l'ici et maintenant. Et ce qui est important, c'est que la personne autiste sévère, elle soit régulièrement sollicitée, mais sur des temps courts, mais de manière régulière, et que ça soit repéré par tous les professionnels, et que ce soit porté par les professionnels et l'ensemble des cadres. Si ce n'est pas porté par l'ensemble des cadres, moi, psychologue toute seule, je peux effectivement rester dans mon bureau et faire du soutien psychologique, et puis basta.